Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne thématique sur Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler d'une page d'histoire. Nous allons parler de la révolution des piquets. 1844, Haïti vient d'avoir 40 ans et se retrouve à la croisée des chemins. Le pays vient de renverser une dictature, celle de Jean-Pierre Boyer, et est confronté à plusieurs fractures majeures. La fracture entre le milieu rural et le milieu urbain, la fracture de couleur et les problèmes de classe sociale. L'émission d'aujourd'hui nous permet de découvrir un personnage fascinant. Il s'agit de Jean-Jacques Akao. Jean-Jacques Akao, sans doute avez-vous entendu parler de lui. Mais l'analyser dans le contexte des trois fractures fondamentales du début du 19e siècle, sans doute est-ce une première. Dans l'émission d'aujourd'hui, la révolte des piquets, qui est l'apogée et la quintessence de la lutte des classes en Haïti. Dans cette émission, nous allons en 1844, à un moment clé de la riche histoire d'Haïti, pour découvrir le destin du mouvement des piquets. Les piquets est le nom donné aux cultivateurs insurgés qui réclament plus d'égalité dans le pays. Cette révolte est le symbole de l'apogée de la lutte des classes en Haïti. Et parler de la révolte des piquets, c'est prendre le temps pour découvrir l'un des personnages les plus fascinants et déterminants de l'histoire haïtienne. Lui, Jean-Jacques Akao. Figure emblématique du radicalisme, Akao a marqué l'histoire par sa lutte acharnée pour la justice sociale et les droits des cultivateurs entre 1844 et 1846. Plongeons-nous dans cette période tumultueuse de notre passé pour mieux comprendre son rôle et l'impact de ses actions. Dans cette émission, vous allez entendre parler de plusieurs personnages clés de l'histoire du pays. Tout commence le 1er janvier 1844. La République d'Haïti fête ses 40 ans. Cette jeunesse est mise à l'épreuve sur le plan politique, où le président Rivière-Hérard s'apprête à prêter serment afin de finaliser un coup d'État déguisé en une révolution qui a eu raison de la dictature de Jean-Pierre Boyer. Pendant ce temps, les inégalités sociales et économiques persistent. Les magouilles politiques sont monnaie courante. C'est dans ce contexte que survient un mouvement politique majeur, en mars 1844. En effet, la révolte des piquets va s'inscrire dans la lignée des luttes paysannes antérieures, avec une ampleur et des objectifs nouveaux. Cette révolte dénonce le statu quo économique et politique imposé par les élites urbaines. Encore une fois, trois grands clivages vont constituer la scène sur laquelle vont s'exprimer ces luttes impitoyables. Les clivages politiques, définis comme des fractures profondes dans une société donnée, qui structure les relations de pouvoir, l'organisation sociale et les représentations symboliques, constituent un champ central de la sociologie politique. On distingue en Haïti, en 1844, d'abord le clivage possédant-possédé qui se cristallise autour de l'éternelle question de la possession des terres et des inégalités économiques. Ce clivage est central dans la théorie marxiste, où la lutte des classes est vue comme un moteur de l'histoire. Dans l'Haïti du 19e siècle, ce clivage se traduit par des tensions autour de la répartition des richesses, de l'accès à l'éducation et des droits sociaux, l'accès aux métiers valorisants et des grades élevés dans l'armée. La concentration des richesses par une élite économique tend à marginaliser la majorité démunie, alimentant les mouvements sociaux et politiques. Ce clivage est central dans l'analyse du mouvement dans le cadre d'Haïti en cette année 1844. En effet, les insurgés vont déclarer la chose suivante. Tous les mulâtres pauvres seraient considérés comme des nègres et tous les nègres riches seraient considérés comme des mulâtres. Ensuite, le clivage rural-urbain, où la question de la décentralisation sera une nouvelle fois fondamentale, et ce, en dépit de la réunification du territoire opérée par le gouvernement de Jean-Pierre Boyer dans les années 1820, après la mort d'Henri Christophe et la chute du gouvernement du Nord. D'ailleurs, disons tout de suite que dans le chaos politique de l'année 1844, la partie est de l'île
l'actuelle République dominicaine, va lancer un grand mouvement pour obtenir son indépendance de la République d'Haïti qu'il occupe depuis le 9 février 1822. Le clivage urbain-rural pose ainsi la question de la fracture spatiale concomitante des inégalités sociales. Cette représentation dualiste alimente les tensions politiques, notamment dans les processus de décentralisation ou de réforme agraire. Des enjeux majeurs dans le cadre de la jeune République haïtienne. Enfin, la vieille opposition noire-mulâtre, née au cœur du système esclavagiste dans la colonie de Saint-Domingue, demeure plus que jamais un moteur de la société haïtienne. Hérité du système esclavagiste, ce clivage repose sur une stratification où les mulâtres, descendants de colons et d'esclaves affranchis, jouissaient d'un statut social privilégié par rapport aux Noirs. Cette distinction a été instrumentalisée sous le régime colonial et perpétuée après l'indépendance, notamment dans la répartition des terres et l'accès au pouvoir politique et militaire. Le Sud, terre agricole, devient une nouvelle fois le foyer principal de cette rébellion menée par Louis-Jean-Jacques Acao, Duguay Zamor, Jean-Claude, Jeannot Jean-François, dit Jeannot Moline et Antoine Pierre. Ces hommes constituent ce que l'histoire retient sous le nom de l'armée souffrante, qui s'apprête à marcher sur Port-au-Prince, la capitale, le symbole du pouvoir central. En cette année 1844, la République d'Haïti, qui n'est âgée que de 40 petites années et qui sort à peine de l'isolement sur le plan international, est aux prises à toutes sortes de luttes intestines. C'est dans ce contexte qu'émerge un homme, Louis-Jean-Jacques Acao. Qui est cet homme? Qui est Louis-Jean-Jacques Acao? L'homme est né à Torbec, dans le département du Sud. Décrit par l'historien Thomas Madiou comme un homme jeune, fier et d'assez beaux traits, il sait lire et écrire, ce qui est déjà exceptionnel pour un cultivateur de son époque. Ancien lieutenant de la gendarmerie, Louis-Jean-Jacques Acao connaît bien les souffrances des paysans qu'il défend avec ferveur. Pour rappel, la gendarmerie est un corps militaire qui, selon le Code rural de Boyer de 1826, s'occupe également de la police rurale. C'est donc de l'intérieur du système que Jean-Jacques Acao observe les injustices. Alors la légende raconte qu'il va prendre une position symbolique afin de marquer son engagement pour la cause paysanne. En effet, il aurait juré de porter des vêtements en loques jusqu'à ce que les ordres de la divine providence soient respectés, c'est-à-dire jusqu'à ce que les revendications des cultivateurs soient entendues par les autorités étatiques. Acao et ses insurgés vont déclarer tout bonnement la guerre à la propriété. Cette fois, l'artisan de l'autoritarisme à la tête du pouvoir haïtien s'appelle Charles Rivière-Hérard. Charles Hérard est né à Port-Salut le 16 février 1789, l'année même de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tout un symbole. Il est le fils du général Charles Hérard, qui a participé à la lutte pour l'indépendance de Saint-Domingue et à la naissance de la République d'Haïti, et de Marie Péronne-Pateau, d'origine française. Très jeune, Charles Hérard se tiendra aux côtés de son père pour aider à vaincre les forces françaises à Saint-Domingue. Il sera un très jeune soldat dans l'armée indigène. Et c'est tout naturellement qu'il va intégrer l'armée impériale aux côtés de Jean-Jacques Dessalines. Après l'assassinat de ce dernier, le 17 octobre 1806, lorsque le pays se fracture entre le pouvoir royal de Christophe au nord et le régime républicain de Pétion à l'ouest et au sud, il se range du côté de ce dernier. Plus tard, il se range également dans le camp du dictateur Jean-Pierre Boyer. Mais c'est bien lui qui va renverser Jean-Pierre Boyer après 25 ans de règne, soit le plus long pour un chef d'État haïtien. Il faut dire que, comme la majorité des hauts grades militaires, Charles Hérard rêve de prendre le pouvoir politique. Et comme pour tout système humain, le pouvoir politique est tributaire des menaces et des opportunités de l'environnement global. Et Charles Rivière-Hérard va bénéficier d'un grand coup de pouce du destin. Ce coup de pouce du destin est un grand malheur.
le tremblement de terre du 7 mai 1842. En effet, à 5h30 de l'après-midi, un tremblement de terre d'une magnitude de 8,1 sur l'échelle de Richter vient secouer la ville du Cap-Haïtien, l'épicentre même du séisme. Et toutes les régions du nord, de Fort-Liberté au Môle-Saint-Nicolas, en passant par la ville de Port-de-Paix, sont touchées. Quant à Jean-Pierre Boyer, il ne survivra pas politiquement à cette catastrophe naturelle. En effet, le Code rural de mai 1826, qui rétablit la corvée, fait des mécontents dans le milieu paysan. Un mouvement insurrectionnel naît à partir du manifeste de Praslin émis le 1er septembre 1842. Boyer, qui s'était autoproclamé président à vie, est emporté par cette révolution qui a pris naissance dans le petit village de Praslin, non loin de la ville d'Écailles, et qui a marché sur les troupes du général Jérôme-Maximilien Borgelat, son dernier rempart jusqu'à Port-au-Prince. Son chef de file est Charles Rivière-Hérard. Il contraint Boyer à l'exil en Jamaïque le 13 mars 1843. Bientôt, il prend le pouvoir. Le mouvement de renversement du régime autoritaire de Jean-Pierre Boyer a pris naissance dans le sud, dans la région d'Écailles. En effet, en août 1842, une société secrète, la Société des droits de l'homme et du citoyen, naît dans la ville d'Écailles afin de canaliser le mécontentement populaire et de renverser le président Jean-Pierre Boyer. Cette organisation opère dans l'ombre. Elle rédige un document fondateur du mouvement du nom de Manifeste de Praslin le 1er septembre 1842. Ce document est un véritable cahier de doléances signé par de nombreux membres de l'opposition. Il exprime des critiques sévères contre le régime de Boyer et propose des réformes profondes pour corriger les injustices sociales, économiques et politiques. C'est le point de départ d'une prise de conscience de la lutte des classes en Haïti. Le commandant Rivière-Hérard prend la tête du comité d'exécution du mouvement. C'est le début d'une révolution qui allait conduire à la chute du président Boyer. On peut dès lors parler de fief pour Charles Rivière-Hérard, d'autant qu'il est originaire de la ville sudiste de Torbec. Gardera-t-il dès lors la confiance de ce Sud irréductible? Mais la menace la plus conséquente est ce mouvement qui éclate précisément dans le sud du pays. Nous sommes en mars 1844 à Campérin dans le sud d'Haïti. Une masse de paysans armés de piques marche sur la ville d'Écailles. Ils sont aussi armés de pistolets et de machettes. Ils ont à leur tête d'anciens militaires, des hommes comme Jean-Jacques Akao de la gendarmerie, Jean-Claude, ancien adjudant-major de la garde nationale de Campérin, et Duguay Zamor, ancien tambour-major du 13e régiment. Leur progression est contestée par les forces de l'ordre à hauteur de ce lieu symbolique du Sud qu'on appelle les Quatre Chemins. Ils défont les troupes qui se présentent devant eux et poursuivent leur marche en avant. Dans le même temps, à Jérémie et à Lansavo, les troupes de Jeannot Moline et d'Antoine Pierre mènent une attaque analogue. Les piquets d'Écailles et les piquets de la Grande-Anse vont marcher ensemble sur la capitale. La presse locale et la population parlent de mouvement des piquets. Ces paysans en colère vont largement s'alimenter des doléances du manifeste de Praslin. Ainsi, les mouvements de contestation vont vite se transformer en une nouvelle révolte violente. Il s'agit une nouvelle fois de l'expression du radicalisme dans l'histoire des luttes politiques et sociales haïtiennes. Le mouvement passera par deux grandes étapes, le déclenchement et les revendications. Jean-Jacques Akao installe son quartier général à Campérin. Les cultivateurs insurgés multiplient des offensives et occupent des villes clés comme l'Écailles, Jérémie, Miragoâne et Aquin. Les paysans qui avaient soutenu la révolution de Rivière-Hérard contre le régime despotique de Boyer ne voient pas de changement profond arriver. Ils résument le manifeste de Praslin en trois grandes revendications. 1. Des prix équitables pour leurs produits agricoles. 2. Une éducation accessible à tous. 3. Une égalité réelle entre les citoyens noirs et les mulâtres. C'est le début d'une véritable lutte de classe qui se matérialise dans le Sud, lutte dans laquelle on évoque pour la première fois l'urgence du suprémacisme noir. En effet, pour la première fois,
Les acteurs estiment que le pouvoir politique doit revenir à la majorité noire. Pour comprendre les enjeux, faisons un rappel de ce que dit la sociologie sur les inégalités sociales et politiques. La sociologie de la lutte des classes est née au milieu du XIXe siècle, principalement avec les travaux de Karl Marx et de Friedrich Engels. Cette sociologie trouve ses racines conceptuelles dans les idées antérieures sur les inégalités sociales et les conflits économiques. Dès l'Antiquité, des philosophes comme Aristote ou Platon ont discuté des tensions entre les riches et les pauvres dans les sociétés. Au XVIIIe siècle, la philosophie des Lumières, avec des penseurs comme Jean-Jacques Rousseau, ont exploré les origines des inégalités et le dilemme de la propriété privée. Rousseau, par exemple, examine dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, publié en 1755, comment la propriété privée a marqué le début des divisions sociales. Dans les années 1840, Karl Marx et Friedrich Engels théorisent la lutte des classes comme le moteur de l'histoire humaine. Leur ouvrage, Manifeste du Parti communiste, publié en 1848, est une œuvre clé où ils décrivent comment les tensions entre la bourgeoisie et le prolétariat structurent le capitalisme. Marx approfondit cette analyse dans Le Capital, publié en 1867, ouvrage dans lequel il exprime les mécanismes d'exploitation économique et les contradictions internes du système capitaliste. Or, le mouvement des piquets débute en 1843. Autrement dit, du point de vue chronologique, cette sociologie est formalisée quelques années après le début de la révolte des piquets dans le sud d'Haïti. Cependant, ce mouvement radical né dans le sud d'Haïti en comporte toutes les caractéristiques. En effet, la sociologie de la lutte des classes est une approche analytique centrale dans les sciences sociales, fondée sur l'idée que les conflits entre les groupes sociaux, à savoir les classes sociales, en fonction de leur position économique et politique, façonnent les structures sociales, les inégalités et les dynamiques historiques. Celui qui doit gérer cette crise politique et les défis imposés par le mouvement de ces paysans déterminés se nomme Charles Rivière-Héra. Ce général de 55 ans est un mulâtre vaniteux qui méprise le secteur populaire, mais qui dès le 1er janvier 1844 n'hésitera pas à faire l'éloge de l'empereur Jean-Jacques Dessalines afin d'amadouer cette classe populaire. C'est donc un opportuniste politique touché lui aussi par le virus de l'autoritarisme. C'est un vieux despote militaire en somme. Un homme de peu de culture qui d'emblée multiplie les ennemis politiques jusqu'au sein de son propre gouvernement et qui inspire la méfiance dans le secteur paysan et populaire. La peur qui gagne Port-au-Prince dans le camp des mulâtres pousse les oligarques boyéristes à opter pour un changement de façade. L'idée qui circule dans les coulisses du pouvoir est qu'il faut, pour éviter la révolution et le massacre des mulâtres, mettre un noir populaire, influent et charismatique au pouvoir. Il faut changer afin de ne rien changer. C'est le début de la fameuse politique de doublure conduite par l'oligarchie boyériste. Politique par laquelle cette élite mulâtre, militaire, intellectuelle, politique et surtout économique, va contribuer à porter au pouvoir un vieux noir militaire avide de pouvoir, choisi parmi les plus ignorants de la classe politique, afin de le manipuler et de gouverner à sa place. Cette politique est dictée entre autres par deux têtes pensantes que sont les deux écrivains historiens et hommes politiques haïtiens. Il s'agit de deux des trois frères Ardouin, Céligny et Beaubrun, membres influents de la Société littéraire, l'école de 1836, fondée par Ignace No. Céligny Ardouin est l'auteur de Essais sur l'histoire d'Haïti, alors qu'on doit à son frère Beaubrun Ardouin Études sur l'histoire d'Haïti 1789-1846, un ouvrage écrit en 11 tomes. C'est donc tout naturellement que cette montée en puissance du mouvement sudiste va contribuer à la chute du président Rivière-Héra le 3 mai 1844. Il est contraint en effet à l'exil en Jamaïque. Le vieux général noir Philippe Guerrier, qui avait pourtant juré de ne pas trahir son ami, se laisse convaincre de le remplacer. Il est la première grande caricature portée au pouvoir par la politique